Chers auditeurs, bienvenue pour le 8e épisode de Dos de la culture. Une fois encore, je vous invite à explorer la culture générale dans son sens le plus large en allant bien au-delà des beaux-arts et de la culture avec un grand C. Aujourd'hui, la première de nos 4 saisons, le printemps. Viens à la maison, il y a le printemps qui chante. Ah, le printemps. Vous vous en doutez, beaucoup l'ont chanté. Eh oui, le printemps, ça se chante. Et comme le dit Michel Fugain, avec son Big Bazar, Il y a le printemps qui te réveille, t'as le bonjour du printemps. et avec le doyen de notre chanson française, Les filles sont jolies dès que le printemps est là. Hugo Frey, 95 ans cette année, cette chanson de 1964 arrivera à la 3e place du concours de l'Eurovision qui aura lieu en mai prochain avec pour représenter la France, la chanteuse Louane. Pour mémoire et pour la petite histoire, c'est l'Italie qui devait remporter le concours cette année-là avec de Gigliotta, Cinquanti, mais rien à voir avec le printemps. Et comment ne pas oublier Charles Trenet, véritable idole de notre époque, de cette époque surnommée le fou chantant, avec son célèbre et inoubliable Je voudrais mourir au printemps. Les chanteurs l'ont chanté, bien évidemment. Quoi de plus normal? Et naturellement, les poètes l'ont célébré. Les classiques, le romantique Alfred de Musset, le grand Victor Hugo, Gérard de Nerval, et tous les autres, tant d'autres. Mais aussi, et plus récemment, bien moins connu, François Copé, à ne pas confondre avec Jean-François Copé, l'homme politique français. Le printemps est charmant dans le jardin des plantes. Les cris des animaux, les odeurs violentes des arbres et des fleurs. Les poètes l'ont tellement célébré qu'il y a même depuis 1999 un printemps des poètes qui a été créé en France et au Canada. Le printemps est partout. En peinture, comment ne pas citer les célébrissimes tableaux des années 1750 de Giuseppe Arcimboldo, qui ont récemment quitté le Louvre de Paris pour se retrouver, pour 2 ans, dans celui de Lens, et ce, dans la nouvelle et unique Galerie du Temps. Et bien sûr, à côté de l'été, de l'automne et de l'hiver, le printemps est en très bonne place. Comment ne pas oublier Claude Monet, l'un des fondateurs de l'impressionnisme, avec son fameux Chant du printemps. Les plus grands réalisateurs du 7e art, Alfred Hitchcock, l'a même intégré dans le titre de son film culte, Pas de printemps pour Marnie, avec Sean Connery, qui n'avait pas encore joué son premier James Bond, et la belle, très belle, et froidissime et insaisissable, Tippi Hedren. Et le cinéma français ne restera pas en reste. Conte du printemps, du génial Éric Rohmer, de la fameuse nouvelle vague du cinéma français, ou plus récemment, Juliette au printemps, de la très féministe engagée Blandine Renoir. Il n'y a pas que les poètes qui ont su utiliser le printemps pour une opération de promotion de leur art. 1 an après le printemps des poètes, en 2000, la Fédération nationale du cinéma français lancera, elle aussi, son printemps, le printemps du cinéma, pour promouvoir les films, pour aller voir, bien sûr, dans nos chères, mais aussi très chères places, de nos salles obscures, comme on les appelle communément. Vive le cinéma! Les politiques, eux aussi, s'y sont mis. Récemment, un mouvement dénommé Printemps républicain a été créé par des hommes et des femmes comme la journaliste Caroline Fourest et le philosophe Raphaël Andoven pour défendre la laïcité. Et dans le plus vaste champ des sciences politiques, le mot « printemps » a été utilisé pour désigner des périodes importantes ou des événements considérables qui ont marqué l'histoire. Ce fut le cas en 1848 avec ce qu'il est convenu d'appeler le printemps des peuples pour afficher, acclamer et revendiquer en Europe un des droits de l'homme les plus anciens et les plus marquants, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui devait être utilisé véritablement pour la première fois
en juillet 1776 pour proclamer l'indépendance des États-Unis d'Amérique. Ce fut le cas aussi en Tchécoslovaquie, avec l'emblématique printemps de Prague en 1968, pendant lequel le peuple tchèque, assoiffé de liberté individuelle et collective, devait voir mater et écraser par des chars ses espérances par les forces militaires communistes du pacte de Varsovie, sous la houlette du pseudo-frère russe. Et ce sera encore le cas avec ce que les observateurs, diplomates, militants des droits humains et autres journalistes appelleront le printemps arabe. Il y a une quinzaine d'années, à partir de 2010, on assistera à une vague sérieuse de contestations populaires, parfois d'ampleur et souvent variable par leur intensité, dans 4 pays. La Tunisie, l'Égypte, la Syrie et le Yémen, partout. Il s'agissait de protester contre la pauvreté, le chômage, et en particulier des jeunes, la tyrannie des dirigeants et les corruptions des gouvernements autoritaires installés depuis des décennies. Pas sûr que les choses aient beaucoup changé depuis. Merci Égyptiens, Libyens, Tunisiens, merci pour ce doux réveil. À ce niveau de cet épisode, consacré à la première saison de l'année, comment ne pas évoquer les 23 magasins du printemps? C'est en 1865 que Jules Jaluzeau devait créer avec sa femme, une ancienne actrice, une sociétaire de la Comédie Française, un nouveau lieu commercial, véritable concept unique en son genre, car premier grand magasin entièrement éclairé à l'électricité qui allait regrouper tout l'assortissement nécessaire pour d'une part l'habillement des hommes, des femmes, des petits et des grands, et d'autre part tout l'indispensable pour la maison. Leur coup de génie fut aussi de s'installer dans un lieu stratégique de Paris, entre la gare Saint-Lazare, l'Opéra Garnier et l'église de la Madeleine, c'est-à-dire dans une zone de chalandage qui deviendra extraordinaire. Pour conclure ma longue, peut-être trop longue pour certains et certaines, introduction, le printemps de Bourges qui aura lieu en avril prochain et qui permettra effectivement d'afficher, de soutenir, accompagner et mettre en valeur la créativité des artistes émergents. Ah, nous y voilà. Qu'est-ce que le printemps? Le printemps vient du vieux français printans, P-R-I-N-T-A-S, composé lui-même de 2 mots latins, primus, qui veut dire premier, au sens du point de commencement, et tempus, qui veut dire temps, tout simplement. Le printemps, c'est le premier temps, c'est le commencement de la saison. Cette année, il aura commencé ce 20 mars à 10h01, heure française, soit 9h01, heure GMT. Bel acronyme pour Greenwich Mean Time, et je vous renvoie à mon épisode numéro 5. Le 20 mars, dans notre hémisphère nord, nous sommes à l'équinoxe, celui du printemps, c'est-à-dire le jour où la durée du jour, justement, sera exactement égale à la durée de la nuit sur tous les points du globe terrestre. Il se dit aussi que le mot printemps a remplacé l'ancien mot français prime-vert, mot qui existe toujours puisqu'il désigne une fleur qui fleurit comme par enchantement au début du printemps. À noter, l'allemand utilise le mot Frühling. à partir de fru, F-R-U umlaut, H, qui veut dire tôt, de bonne heure, sous-entendu à la lumière du jour, après que la nuit de l'hiver se soit achevée. En anglais, c'est également plus subtil, car printemps se dit Springtime. le temps où jaillit la nature, le verbe to spring pouvant être traduit par jaillir, bondir. Et donc, le printemps est la première de nos 4 saisons, et pour parler des 4 saisons, quoi de plus évident d'écouter ? Ah, les 4 saisons de Vivaldi. C'est entre 1725 et 1727 qu'Antonio Vivaldi, âgé de 40 ans, devait composer, pardonnez-moi l'anachronisme, un véritable tube de la musique classique,
un ensemble de 4 concertos pour violon, orchestre et clavecin pour identifier chacune des 4 saisons de l'année. Et tout le monde connaît les 4 saisons de Vivaldi. Dans le film Intouchable, avec François Cluzet et Omar Sy, lors de l'anniversaire de Philippe, alias François Cluzet, quand il propose à Driss, joué par Omar Sy, d'écouter les principales merveilles de la musique classique, je vous le donne en 1000, il commence par les 4 saisons. Je connais celle-là. Si, je la connais, tout le monde la connaît. Mais si. Bonjour, vous êtes bien aux Acédiques de Paris? Toutes nos lignes sont actuellement occupées. Les méchantes langues s'amusent même à dire que cette œuvre connue comme musique classique par excellence ne serait autre qu'une musique d'ameublement, une musique pour meubler les délais d'attente au téléphone, un quasi-bruit de fond à l'italienne, à usage fonctionnel dans les salles d'attente et autres lieux collectifs. Au fait, quelques mots sur les 4 saisons. Tout comme le printemps, les saisons ont toujours inspiré et fasciné les artistes, ainsi que tous les créateurs en tant que tels pour toutes les disciplines artistiques. Dans la mythologie romaine, il y a même un dieu des saisons, il s'appelait Vertumne, une authentique divinité connue pour son amour immodéré pour une nymphe, autrement dit, une divinité mineure du nom de Pomone, et connue pour sa très grande beauté. Fou amoureux d'elle, et donc pas très malin, comme souvent les hommes amoureux, régulièrement très maladroits avec les femmes, il utilisera tous les déguisements possibles, voire les plus saugrenus, pour la séduire, mais sans succès. Et ce ne sera qu'en se montrant tel qu'en lui-même, que la très belle Pomone tombera enfin amoureuse de lui. Comme quoi, en amour, c'est pas toujours aussi compliqué, comme je l'ai déjà indiqué dans mon dernier épisode. Si la mesure du temps relève des civilisations chinoises et égyptiennes, c'est sous l'ère babylonienne, il y a 3000 ans, là-bas entre le Tigre et l'Euphrate, dans l'actuel Irak, que vont naître les 7 jours de la semaine et les 12 mois de l'année. Et il semble bien que ce sont effectivement les Babyloniens qui ont inventé le concept de saison. Mais au fait, pourquoi y a-t-il des saisons ? C'est vrai ça ? C'est tout simple. N'en déplaise aux ignares intégristes religieux et autres complotistes en tout genre, comme 10% des Français, notre terre n'est pas plate, elle est bien ronde. Et pourquoi donc ? Parce qu'elle présente une inclinaison de 23,5 degrés en faisant un tour complet sur elle-même en 24 heures et un tour complet autour du Soleil en près d'une année. Et c'est cette inclinaison par rapport au Soleil qui explique nos 4 saisons, dont la première est bien celle du printemps. Pour conclure, je voudrais, si vous me permettez l'expression, consacrer ma conclusion par un extrait d'une musique jugée en son temps extraordinaire. Ce que vous entendez, c'est l'extrait d'une musique composée en 1913 par un jeune homme particulièrement doué et créatif. Il a alors 29 ans. C'est un génie. Il s'appelle Igor Stravinsky. Il est russe, même s'il mourra à New York à 88 ans en 1971. Il a composé cette musique pour un chorégraphe, Václav Nijinsky, un russe, lui aussi, mais d'origine polonaise, alors qu'il est né en Ukraine, à Kiev. Bonjour le mélange. Cette musique est écrite pour un ballet qui sera donné quelque temps après l'inauguration du Théâtre des Champs-Élysées dans la célèbre et très chic avenue Montaigne à Paris. Ouais, mais ce fut un véritable scandale, comme on savait les faire dans la ville Lumière quelque part avant la Grande Guerre de 1914. Tiens, et pour faire une petite digression, pourquoi Ville Lumière ? Paris est dite Ville Lumière parce qu'elle abrite, pas les gens les plus intelligents de la Terre, mais parce que ce sera la ville où il y aura pour la première fois un éclairage public en 1665 sous Louis XIV. Pour revenir au sacre du printemps, présenté comme un rite païen pour encenser l'arrivée du printemps en Russie, une jeune adolescente est sacrifiée pour glorifier le dieu du printemps. Cris, hurlements,
mouvement de foule, et donc scandale malgré des bravos enthousiastes. Des bravos savamment orchestrés par le patron des ballets, Serge de Diaghilev. Le tumulte fut tel que Stravinsky devra se réfugier dans les coulisses. La société de l'époque fut choquée, pour ne pas dire outrée, par tant d'audace, à tel point qu'un journaliste a pu titrer dans son journal « Le massacre du printemps ». C'était hier, plus rien à voir aujourd'hui. Cette œuvre fait partie désormais des classiques que l'on enseigne dans tous les conservatoires et autres académies musicales. Et ce n'est pas la première fois que les dieux païens se sont emparés de cette saison. Déjà dans la mythologie grecque, Dionysos, fils de Zeus, devenu Bacchus dans la mythologie romaine, devait, lui aussi, en son temps, être célébré au début du printemps. Dieu de la vigne et du vin, Dionysos, alias Bacchus à Rome, devait faire l'objet d'un culte, celui de la fête pouvant aller jusqu'à tous les excès. Permettez-moi de conclure par un épitaphe d'un de mes amis disparus qui avait fait inscrire sur les livrets mortuaires distribués pendant la cérémonie funéraille « Saoulez-vous, oui, saoulez-vous de printemps. » Et j'ajouterai « Et enivrez-vous du temps présent. » Voilà, c'était le 8e épisode de Dodo la Culture sur le thème du printemps, la première saison de l'année, et je vous donne rendez-vous pour notre 9e épisode qui aura pour sujet Kao, Ok, Kezako. Ce podcast a été mis en son, illustré, produit et réalisé par Fred Candeil pour Podcast by La Fabrique. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, toujours sur le compte Dodo la Culture.